Récemment, j'ai découvert un phénomène qu'on appelle les passport bros. Les passport bros, c'est des mecs qui partent à l'étranger pour trouver l'amour, ou des relations qui sont supposées plus simples. Et là, j'ai eu un moment de bug parce que je me suis dit, attends, est-ce que moi aussi, je suis un passport bro? Parce que voilà, ça fait 4 ans que je voyage, et oui, ces dernières années, j'ai principalement eu des relations avec des femmes dans les pays dans lesquels je vivais. Et je ne vais pas le cacher, pendant un moment, j'ai cru que c'était la solution. Parce que quand j'étais en France, c'était pas la joie. Mais au fil du temps, j'ai compris que derrière ce fantasme de trouver mieux ailleurs, il y avait également beaucoup d'illusions, des pièges, et surtout un truc que j'étais en train de fuir moi-même. Alors, ce sujet, on l'associe souvent aux hommes, parce qu'ils sont plus visibles en ligne. Mais honnêtement, il concerne autant les femmes. Moi, j'en ai vu plein faire exactement la même chose à l'étranger. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des leçons. Je vais juste vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris des relations à l'étranger, et surtout qui sont multiculturelles, et ce que ça m'a appris sur moi-même. À la fin, dites-moi si je suis un passport bro ou pas. Avant de parler des relations à l'étranger, il faut que je vous dise comment je me sentais en France et pourquoi une partie de moi comprend les passports bro. La vérité, c'est qu'en France, j'ai toujours eu l'impression que pour séduire, tu dois performer. Tu dois être drôle, avoir de la tchatch, être sûr de toi, mais sans en faire trop. Avoir de la répartie, mais sans être lourd. Il faut que tu montres de l'intérêt, mais surtout aussi que tu sois détaché. Et moi, tu sais, j'ai jamais été ce mec-là. Je suis pas né avec un flow, je suis pas le gars qui enchaîne des punchlines. J'ai toujours été timide et surtout, j'ai grandi à la campagne et j'étais toujours le chinois de la ville et très tôt, j'ai intériorisé un truc, c'est que nous les Asiates, on n'est pas attirants. Bien sûr, à cette époque-là, c'était pas l'époque de la K-pop, etc. À cette époque, on pouvait être mignon, mais pas viril. Et même si tu fais genre que tu t'en fous et que ça te touche pas, quand tu grandis avec ce truc au fond, en fait, tu l'intègres inconsciemment. Et tu te dis que tu as besoin de prouver que tu peux plaire aux femmes. Alors, à l'époque, pour contrer ça, je me suis mis en tête d'apprendre à séduire. Mais en vrai, ça m'a amené à encore plus douter de moi. J'ai commencé à me dire que les relations, c'était un jeu de pouvoir et de manipulation. Et ça m'a conduit à toujours me comparer, à toujours me demander, à chaque personne que je rencontre, est-ce que je suis assez bien pour elle? Alors, quand je suis parti de France, au moment de ma crise existentielle, ouais, les relations, c'était quelque chose qui faisait partie de ce que je voulais comprendre et de ce que je cherchais. Parce qu'au fond, je me sentais cassé, je me sentais indésirable et quelque chose en moi a commencé à croire que le problème c'était moi. Quand j'ai commencé à voyager, là, tout a commencé réellement à changer. J'ai commencé à sentir que c'était beaucoup plus simple. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous informer que j'ai contacté 5 de mes amis pour également avoir leurs opinions et je vais vous les partager au fur et à mesure dans cette vidéo. L'illusion de la facilité à l'étranger. Les premiers mois où j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à voir que je sentais des regards sur moi. Quand je marchais dans la rue, bien sûr parce que je suis chinois et que c'est pas quelque chose qui est courant en Amérique du Sud. Mais surtout ce que j'ai vu, c'est que les gens sont juste plus ouverts à discuter qu'en France. Parfois les gens me disaient « Hola chino », mais toujours avec cette intention de curiosité. Quand j'allais dans un bar, ou juste quand je parlais à une inconnue dans la rue, juste même pour un renseignement, je trouvais que les femmes, elles étaient toujours plus ouvertes à discuter et que de manière générale, elles sont curieuses et tout ça sans aucune méfiance. Cette chose-là, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans plein de pays que j'ai traversés. Au Mexique, au Pérou, aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande. Dans ces pays, on t'accueille, on te sourit, on te parle et tout ça sans méfiance, sans distance. J'ai découvert un truc que j'ai jamais vraiment connu en France, c'est ce sentiment d'être vu et surtout de pouvoir exister dans les yeux des autres. Et en fait, c'est à Santa Marta, en Colombie, que pour la première fois, j'ai commencé à utiliser Tinder et Bumble. C'était vraiment pas mon intention, je jure. C'était mes potes colombiens qui m'avaient dit de le télécharger. Et je précise, à cette époque, c'était en 2021, c'était encore safe. Aujourd'hui, je ne recommande plus du tout de faire ça en Colombie. Mais bref, à l'époque, quand j'ai commencé à swiper, j'ai vu un contraste assez violent. C'est que à chaque fois, à l'étranger, je match non-stop. Et par exemple, il y a 2 ans, quand j'étais aux Philippines, si j'avais voulu, je pouvais littéralement avoir un rendez-vous à chaque heure de la journée. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que je suis rentré en France, j'ai eu seulement 1 ou 2 matchs par semaine. C'est le désert complet, quoi. Et tu peux dire ce que tu veux. Mais quand tu sens ce contraste-là, il te fait quelque chose. Quand tu as grandi en France en te sentant pas vu, pas désiré, c'est normal que quand tu vas à l'étranger et que tu te sens choisi pour une fois, que tu as l'impression d'exister, tu sens qu'il y a une différence.
Et ouais, en France, j'ai souvent eu l'impression d'être invisible. Et je crois que je ne suis pas le seul parce que, en discutant avec plein de voyageurs, beaucoup m'ont dit la même chose. Je me suis rendu compte en voyage que beaucoup de mecs et des Français ont vécu ça. Pour cette raison, je ne peux pas leur jeter la pierre quand soudainement ils réalisent qu'en voyage, quand on t'accueille à l'étranger, qu'on te sourit et que tu sens que tu existes dans les yeux des autres, et ça sans rien faire de spécial, tu te dis que, ok, peut-être qu'à l'étranger, il y a des réponses. J'arrive plus facilement à connecter avec d'autres personnes à l'étranger plutôt qu'en France parce que je trouve que le relationnel est beaucoup plus fluide et chaleureux, dans mon cas en Colombie en tout cas. Et j'ai aussi remarqué que le fait d'avoir grandi en France me conditionne énormément aux standards et aux normes du pays. Ce qui fait que quand je suis en France, je suis automatiquement ces standards et je sais pas, par exemple, en France, je vais pas dire à un parfait inconnu: «Bonjour, comment ça va?» mais juste: «Bonjour», parce que c'est pas commun de demander comment ça va à un inconnu, par exemple. Alors qu'en Colombie, c'est tout à fait normal et je me rappelle à un moment, j'étais en France et tu sais, j'avais cet automatisme de dire: «Bonjour, comment ça va?» parce qu'en Colombie, en espagnol, c'est quelque chose de normal. Et la personne m'a regardée genre de travers, genre: «Mais pour qui tu te prends à me demander comment ça va? Est-ce qu'on se connaît?» tu vois? Je trouve que oui, c'est plus facile de se connecter à l'étranger plutôt qu'en France. Je trouve que les Latinos, de façon générale, ils sont hyper curieux et ouverts aux étrangers et que du coup, forcément, ça crée un lien très vite et c'est une curiosité qui permet d'entrer dans la relation plus rapidement. Et vient l'une des secondes raisons. C'est que bien sûr, l'une des magies du voyage, c'est que tu te permets d'être plus ouvert et accessible. Ouais, parce que tu es en dehors de ta zone de confort, tu es en dehors de ta bulle, et tu es en dehors de ce regard habituel que tu portes sur la vie et sur les choses même. Et pour cette raison, tu te permets d'être plus toi-même et juste de t'exprimer comme tu le souhaites. C'est quelque chose que j'avais déjà ressenti même quand je voyageais pendant quelques semaines. J'ai toujours eu cette intuition que quand tu es à l'étranger, t'as pas à porter ton statut social comme une armure, comme quand tu es en France. Quand tu es à l'étranger, quand tu voyages, tu peux avoir de l'argent, tu peux être président. Mais dans une rando ou dans un bus local, tout le monde est en t-shirt Décathlon. Personne ne sait qui tu es. Et justement, c'est quelque chose qui te libère. T'as rien à prouver. Et ça fait que quand tu abordes quelqu'un avec cet état d'esprit, avec une énergie qui est juste plus simple, plus vraie, plus proche de toi-même, c'est sûr que les liens, ils se créent plus naturellement. Et ça m'a fait me rendre compte d'un un truc que j'ai compris et que j'ai commencé à désapprendre, un truc que je croyais normal, c'est qu'au fur et à mesure de mon voyage, j'ai commencé à devoir désapprendre les codes de la séduction à la française. Et c'est en Colombie que j'ai réalisé ça pour la première fois, avec ma première copine colombienne. À ce moment-là, on n'était pas encore ensemble, et ça faisait un mois qu'on était en train de flirter. Et un soir, elle m'a demandé clairement pourquoi je soufflais le chaud et le froid, et si j'étais en train de jouer avec elle. Parce que bah voilà, elle était vraiment amoureuse de moi et que si j'étais pas amoureux d'elle, elle voudrait pas aller plus loin. Et je me souviens que à ce moment-là, ce soir-là, on était dans la rue et ça m'a fait un choc. Parce que tu vois, quand j'étais en France, j'avais cette peur constante, pas forcément d'être rejeté, mais juste de perdre la valeur si je montrais trop mon intérêt. Tu vois, quand tu veux dire à une fille que tu veux la revoir, bah il y a ce truc quand j'étais en France, je sentais que je devais toujours le faire de manière subtile, que je devais toujours calculer, ne jamais en trop en faire. Tu sais, ces fameuses règles des 3 jours, etc. Que faut pas paraître en manque. Et même dans les couples, je trouve qu'il y a cette retenue en fait. Il y a pas longtemps, il y a une amie qui m'a raconté qu'elle n'osait pas dire je t'aime à son mec. Et ça, c'est parce qu'elle voulait qu'il le dise en premier. Ils s'aimaient, mais ils étaient là en train de gérer l'amour comme si c'était une partie d'échec. À ce moment-là, avec cette copine, je me suis rendu compte que j'avais intégré ces règles-là. Je tenais vraiment à elle, mais j'avais tellement intégré le fait que il fallait pas que je montre trop mon intérêt que inconsciemment en fait, je me retenais. Et ouais, à ce moment-là, je croyais qu'il fallait toujours doser, tester et paraître détaché surtout. Tout ça pour dire une chose. J'ai réalisé que dans la plupart des pays que j'ai traversés, en général dans tous ces pays, tu peux être maladroit, tu peux dire les choses mal si tu veux, mais si tu es sincère, c'est toujours bien reçu. Et t'as jamais besoin d'être parfait, tu dois juste être clair sur ce que tu ressens. Et ouais, quand je suis en Amérique latine ou quand je suis en Asie, les gens sont plus ouverts, plus directs. Il y a moins de jeux, il y a moins de tests. Et du coup, ça fait que les liens, ils se tissent, mais sans aucune stratégie. Alors certains diront que c'est mieux. Moi, je dirais juste que c'est plus facile de cette manière de se laisser être vrai. Par exemple, le mois dernier, j'ai rencontré une Anglaise dans un bar à Bangkok.
Et très vite, tu sais, dans notre conversation, j'ai senti un truc qui revenait. C'est ces petites piques, c'est ces petits tests de qui va être le plus malin. Elle était anglaise, du coup, il y avait ce fameux banter anglais. Mais c'est aussi quelque chose que je remarque en France, mes versions un petit peu intellectuelles parfois. Ces petites piques qu'on te fait. Mais au bout d'un moment, j'étais juste vidé. J'en ai marre de toujours me sentir comme si je devais trouver la bonne répartie, la bonne réponse. Je me suis dit, ah, vraiment, je suis trop vieux pour ces trucs-là. Mais il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup plus, c'est de pouvoir être moi-même et surtout d'être vrai dans ce que je dis et de pouvoir montrer mes émotions, être vulnérable sans avoir peur. Quand tu voyages, tu te mets dans un mood en mode ok, là il faut que je fasse des rencontres, il faut que je me fasse des potes, etc. Du coup, tu vas directement fréquenter des endroits où tu peux rencontrer des gens, comme des cafés, des espaces de coworking, des bars, etc., etc. Et du coup, je pense que quand tu es dans ce mood-là, c'est beaucoup plus simple de rencontrer des gens parce qu'en plus, le fait que tu sois étranger, tu es là en mode ouais, en vrai, personne ne me connaît. Limite, tu peux te réinventer en fait. Tu peux oser faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire en France par la peur du regard des autres et du jugement. Ma première copine colombienne, elle était magnifique. Elle était grande, elle était féminine et c'était littéralement une modèle. Et surtout, le truc, la cerise sur le gâteau, c'était qu'elle était médecin. Belle et intelligente, à ce moment-là, j'ai cru que j'avais trouvé le combo parfait. Et j'ai du mal à l'avouer. Mais à l'époque, une partie de moi est tombée amoureux d'elle à travers le regard des autres. Je me souviens que j'étais trop fier de sortir avec elle et que ça m'a flatté l'ego comme jamais. Parce que le truc, c'est que j'étais jamais sorti avec une femme aussi belle en France. Quand on parle des passeports bro, il y a cette idée que les hommes vont à l'étranger parce qu'ils trouvent des femmes plus traditionnelles, plus féminines, plus soumises et plus faciles. Et oui, c'est superficiel. Oui, il y a cet aspect de je peux pas sortir avec des femmes belles en France, donc je vais à l'étranger pour en trouver. Mais moi, je crois que derrière ça, il y a également quelque chose de beaucoup plus profond, parce que c'est quelque chose que j'ai également touché. Tu viens d'un pays où tu t'es toujours senti invisible. Et d'un coup, tu es apprécié par des femmes que tu aurais jamais pu imaginer. Et je crois vraiment que c'est pas juste une question de rôle traditionnel ou quoi que ce soit. C'est une quête de valeur et de se sentir personnellement valorisé. Et c'est quelque chose, comme je l'ai dit, que j'ai moi-même cherché sans le comprendre au départ. Et de là, malgré toute sa superficialité, je comprends ce qui attire des mecs qui partent à l'étranger pour tenter de sortir avec des femmes avec qui ils pensent qu'ils ne pourraient jamais avoir. Et puis la vérité, c'est que c'est pas qu'une observation aujourd'hui, mais dans beaucoup de pays où j'ai vécu en Asie, et surtout en Amérique du Sud, les femmes, elles assument leur féminité. Mais surtout, elles voient pas ça comme une faiblesse, mais comme une force. Et ce que je dis là, c'est pas qu'il y a des femmes plus belles dans tel ou tel pays, mais que c'est ancré dans la façon d'être, de se maquiller, de bien s'habiller, de se parfumer. Et ça, pas seulement pour séduire ou dans des occasions spéciales ou quand elles vont sortir, mais dans la vie quotidienne. Et surtout, l'autre chose aussi, c'est qu'elles acceptent cette part de féminité dans les relations et qu'elles en font une force. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mes relations. Et je ne vais pas mentir, ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a permis, moi aussi, d'assumer mon côté masculin. Pas dans un sens de domination, mais dans cette idée d'équilibre où chacun prend sa place et où cette place, elle est reconnue par l'autre. Notez-le, je dis un truc bien de la France, mais oui, en France, on m'a appris à être respectueux, à être gentleman, et ça, c'est quelque chose que j'en suis vraiment fier. Mais parfois, j'ai vraiment le sentiment que le simple fait d'assumer une posture d'homme, comme décider, initier ou juste protéger, c'est vu parfois comme une menace. Comme si assumer mon rôle masculin, c'était forcément empiéter sur le territoire de l'autre. En Amérique du Sud, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les rôles sont donc assumés, mais qui sont valorisés. Et encore une fois, c'est pas comme je dis que l'homme décide et la femme obéit. C'est pas du tout ça. C'est pas je ramène de l'argent et elle fait le ménage. C'est simplement que dans mes relations, il y avait ce sentiment de toi, tu prends soin de certaines choses et moi d'autres choses et qu'on est complémentaires. Et ça dans nos forces et nos préférences masculines et féminines. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Mais par exemple, dans ma dernière relation, tout fonctionnait fluidement parce qu'on se complétait naturellement. Mais globalement, elle me laissait décider, elle me laissait prendre les initiatives et elle gérait plutôt le quotidien et l'organisation. Elle n'aime pas cuisiner, pas de problème. Moi, je préférais faire ça. Et elle préférait faire le ménage, le nettoyage. Parfait. Elle voulait absolument pas aller au garage pour sa moto parce qu'elle estimait que c'était un monde d'hommes. Et ça, je le comprenais. Du coup, j'ai fait « Ok, pas de souci, ça t'intéresse pas, je m'en occupe ». Elle attendait de moi que je sois responsable, que je sois protecteur et motivant quand il fallait. En retour, elle, ce qu'elle m'offrait, c'était de la reconnaissance, de l'attention. Et c'est ça, globalement. Chacun dans son énergie et dans ce qui lui convient le mieux. Et ouais, dans mes relations à l'étranger, j'ai souvent trouvé cette complémentarité au lieu d'un face-à-face que j'ai souvent rencontré. C'est dans des pays comme la Colombie
ou les Philippines que je me suis reconnecté à quelque chose que j'avais oublié, la connexion et les liens humains et sociaux. En dehors de l'exotisme et du cadre, les relations dans d'autres pays, elles m'ont toujours paru plus simples et plus fluides. Elles m'ont toujours paru plus vraies, elles m'ont toujours paru plus intenses. Parce que tu sens qu'à chaque fois que tu te connectes avec quelqu'un, c'est plus direct. Il n'y a pas en fait cette envie de tout passer au microscope, de tout intellectualiser, de red flag, de ah ça c'est toxique, d'espèces de limites à ne pas franchir. Ça te permet de baisser ta garde et dans un sens, ça permet aussi que les relations, elles évoluent sans filtre. Tu dis juste ce que tu ressens et l'autre personne également. Et ça crée une relation qui évolue au départ de façon plus authentique. Dans mes précédentes relations, quand j'étais en France, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'avais souvent cette impression que même en couple, c'était un peu tu es toi, je suis moi. Ok, on s'aime, mais je préfère que chacun garde son indépendance. Et c'est quelque chose que je respecte, mais moi, je me suis toujours vu dans une espèce de fusion dans un couple. Ou peut-être pas une fusion, mais une coopération. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans mes relations à l'étranger, c'est que vraiment, le nous est au centre. Et aussi, surtout, qu'on mélange nos vies ensemble. Parce que quand tu arrives dans une ville, quand tu rencontres une nouvelle personne et quand tu rentres dans une relation avec elle, en fait, sans même t'en rendre compte, tu es déjà accueilli dans un cercle d'amis, dans une famille et même une communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose qui m'a rappelé ma propre famille à moi. Nous, on est comme ça en Chine. Il n'y a pas cette idée de ok, on va attendre un petit peu, genre 3 mois avant de rencontrer les parents, et ça, c'est une grosse étape, etc. Dans ces cultures-là, dans ces communautés, la communauté est plus importante que l'individu. Et ouais, ça m'a ramené à mes racines. C'est quelque chose que j'avais un peu oublié à force de vivre dans une société qui valorise l'autonomie, où je m'étais un peu coupé de tout. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans chacune de mes relations avec mon ex, avec qui je me suis séparé récemment. C'était fou à quel point j'étais rentré dans sa vie et à quel point je me sentais faire partie de quelque chose. J'avais rencontré ses parents, j'avais rencontré presque tous ses amis, et tous m'avaient accueilli, mais vraiment les bras ouverts. J'avais vraiment l'impression de faire partie de quelque chose. Tout est plus intense, tout est plus beau, tout est plus romancé. Ils vont tout de suite te faire des grandes phrases et parler de futur et dire que t'es la femme de leur vie et te mettre sur un piédestal, mais d'une force. Que du coup tu te dis ah waouh, la manière d'aimer ici elle est beaucoup plus intense et profonde, alors que à l'inverse je trouve qu'en France on met plus de temps avant de s'ouvrir, mais une fois qu'on s'ouvre c'est vraiment sincère et on se dit des belles choses. Mais c'est assez rare en France, je pense, qu'une relation se fasse et que dès le début de la relation ce soit en mode t'es l'amour de ma vie, je t'aime plus que tout au monde, je veux faire ci et ça avec toi, etc., etc. Alors que en tout cas de mon expérience avec les Colombiens, les Latinos de façon générale, c'est tout de suite, je trouve que on te courtise, quoi. Ils te mettent sur un piédestal, ils te courtisent. Euh, Ils vont dans ton sens, ils te font voir un futur, je sais pas, je les trouve beaucoup plus intenses en tout cas. Donc du coup, et dans la façon de vivre la relation, idem, parce que ils se projettent un peu moins dans le futur, je pense. Donc comme ils te mettent sur un piédestal et qu'ils disent que t'es la femme de leur vie, ils pensent que à l'instant présent, ils se projettent réellement pas vraiment dans leur tête, mais du coup, ils te font ressentir comme si t'étais une personne tombée du ciel, une déesse tombée du ciel qui est tombée dans leur vie, quoi. Genre, c'est comme s'il y a que toi qui compte et que ouais, ils te trouvent. Ouais, ils ont une façon de draguer et de séduire qui est vraiment différente. Moi, je trouve aussi que par la danse, sincèrement, je trouve que la danse, c'est vraiment un outil de séduction très profond en Colombie, en tout cas, même s'ils disent toujours non, mais je danse comme ça avec ma tante. Et c'est vrai, ils se twerkent entre eux en famille. Mais en même temps, j'ai envie de dire, enfin, la danse, c'est quand même très sensuel quand je sais pas, quand tu danses le reggaeton avec quelqu'un. Pour moi, avec mon copain avec qui on a passé 1 an et demi. À la base, si on a commencé à se séduire, etc., c'était par la danse, très clairement. On passait des soirées collées comme ça à danser ensemble. Et franchement, moi, c'est ça qui m'a fait séduire et me dire, mais oh, cette personne, en fait, elle m'attire, quoi. Alors que initialement, on était juste amis et que je pensais pas du tout, j'avais pas du tout d'attirance particulière envers cette personne. J'ai pas vraiment de moment spécifique où je me suis dit, ah ouais, là c'est vraiment différent, mais c'est plus des petites choses qui vont se différencier. Je trouve les relations en Asie soient plus pragmatiques que romantiques par rapport à la France. C'est-à-dire que ce petit jeu de séduction que tu peux avoir au début d'une relation, je trouve qu'en Asie, elle se prolonge un peu moins une fois que tu es dans une relation long terme, alors qu'en France, tu la retrouves beaucoup plus. À partir de la deuxième année de mon voyage, j'ai commencé à me dire que ouais, peut-être que c'est plus simple à l'étranger. En fait,
À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie d'être avec une femme d'une autre culture, différente de la mienne. Et j'ai commencé un peu à avoir cette idée d'avoir une famille entre trois cultures. Pendant un moment, c'est vraiment devenu mon rêve de me dire que je partagerais ma vie entre trois pays différents. Mais ce que je ne voyais pas à ce moment-là, c'est ce que ça impliquait réellement d'aimer quelqu'un d'une culture qui est différente de la sienne. Et ouais, ces relations-là, elles sont fluides au début. Mais petit à petit, les différences, elles commencent à ressortir. Et moi qui ai cru que j'avais trouvé ma réponse, avec le temps, je me suis rendu compte que les différences de culture, elles apparaissent aussi, mais surtout avec des malentendus, des attentes silencieuses que tu comprends pas toujours. Et tu te rends compte que, ouais, c'est pas forcément plus simple ailleurs qu'en France. Et beaucoup de fois, je me suis rendu compte que c'est même encore plus complexe. Chapitre 3, les limites des relations multiculturelles. Au fil des mois, et surtout au fil des relations, euh, une fois que la lune de miel elle était passée, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas vraiment au départ. Oui, les relations à l'étranger, elles peuvent sembler plus simples, mais elles viennent aussi avec leur lot de problèmes que j'avais jamais rencontrés auparavant. Et ceux qui ont vécu des relations multiculturelles, ils comprendront quand je parle de façon différente d'aimer, de façon différente de montrer son affection, de communiquer et surtout de réagir. Et surtout, une chose qu'on ne voit pas au départ, c'est les différences de valeurs. Parce que quand deux personnes viennent de deux mondes différents, c'est pas juste une langue qu'il faut traduire, c'est toute une manière de vivre et de voir le monde. Et quand tu n'as pas vécu ça, c'est exotique, ça te paraît cool. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Qu'il y a parfois des incompatibilités qui sont vraiment profondes et qui peuvent affecter la relation. Bon, la première vérité que j'ai envie de dire, c'est que quand tu es à l'étranger, on ne regarde pas toujours toi, mais ce que tu représentes. Quand tu es à l'étranger, tu crois au début que les regards qu'on te porte, ils sont pour toi. Pour qui tu es, ton énergie, ta personnalité. Mais avec le temps, en fait, tu commences aussi à comprendre autre chose. C'est que quand tu es à l'étranger, tu es un espèce de symbole. Être étranger, et surtout être européen, et ça tu le verras, c'est un statut. Un statut qu'on peut vouloir utiliser comme une opportunité pour s'afficher auprès de ses amis, auprès des autres, mais aussi qu'on utilise parfois comme un fantasme. Et ça, c'est un phénomène que tu peux ressentir largement quand tu voyages. Là, je suis en Thaïlande et il suffit de regarder ce qui se passe. Qu'il y a des retraités qui viennent refaire leur vie avec des femmes qui sont bien plus jeunes et que ces retraités-là, parfois, ils se convainquent que c'est de l'amour parce que voilà, elles sont juste gentilles et respectueuses avec elles. Alors attention, il n'y a pas que les mecs, le contraire existe aussi. Dans ma vingtaine, quand j'ai voyagé en République dominicaine et au Zimbabwe, ce que j'ai vu là-bas, c'est aussi des retraités femmes qui vont y rechercher l'amour auprès de jeunes hommes musclés qui sont locaux. Ouais, si tu voyages, tu vas remarquer que le fait d'être occidental, et c'est même pas le fait d'être occidental, c'est le fait de vivre en Europe ou le fait de vivre aux États-Unis, que tu sois blanc, arabe ou n'importe quelle origine. Ok? Tant que tu vis en Europe, tu verras que ça va t'ouvrir des opportunités ou ça va t'ouvrir des choses juste parce qu'on te considère comme un Européen ou un Américain stable. Tu es celui qui a une bonne situation et certains vont te voir comme quelqu'un qui a une mentalité qui est différente. Et oui, beaucoup de gens qui vont être avec toi, ils vont penser que avec toi, c'est une possibilité de partir, de vivre mieux et peut-être même de se sentir plus respecté, par exemple. Petite histoire, mais une chose qu'on m'a dit en Thaïlande, c'est que ici, il y a beaucoup de Thaïlandaises qui préfèrent sortir avec des étrangers parce qu'ils les considèrent plus fidèles que les Thaïlandais. Faites ce que vous voulez de cette histoire, c'est pas de moi, c'est pas de mon expérience, c'est de l'expérience d'amis. Et ouais, globalement, ce fantasme, c'est même quelque chose que moi, en tant qu'homme asiatique, j'ai vécu en Amérique du Sud. Là-bas, j'ai rencontré aussi des femmes qui sont sorties avec moi seulement parce que j'étais asiatique. Il y a également des femmes qui vont en Corée du Sud pour trouver un mec, comme dans les K-dramas, en pensant qu'ils vont être sensibles, doux, beaux, etc., etc. Quand tu comprends que tu peux représenter un symbole à l'étranger, avec tout ça, parfois tu peux te poser la question de est-ce que cette personne-là, elle est vraiment là pour moi ou ce que je représente. Et au bout d'un moment, tu comprends que il faut que tu lèves un peu ta garde. Parce que même si tu peux être tout à fait aimé, parfois c'est aussi une projection inconsciente. Et ça qui peut être des deux côtés, elle envers toi ou toi envers elle. Mais c'est quelque chose qui peut peut-être fausser la relation au départ. La valeur que tu as quand tu voyages, elle peut changer. Je m'explique. Moi, par exemple,
en France ou à Paris, des gars comme moi, il y en a plein. Julien, Brun, avec ma taille. Ça veut pas dire je me dévalorise pas, tu vois, mais pas rare ou quoi que ce soit, on va dire. En tout cas, j'ai pas la prétention de l'être. Quand je voyage, par exemple du Mexique, bah, je suis plus un lambda. Je deviens, par exemple, une source d'intérêt. Les gens vont s'intéresser, les gens vont vouloir connecter. Et parce qu'on jouit d'une très bonne image à l'étranger en tant que Français et en tant que Parisien, en tout cas au Mexique. C'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc ça dépend. Pour moi, la question à l'étranger, elle est un peu trop vaste et il y a plusieurs réponses possibles. Ça dépend de l'image qu'on a déjà dans le pays ou dans la région où on se trouve. Deuxième chose, c'est que les connexions intenses que tu as à l'étranger ne font pas toujours des relations solides. Alors ça, c'est une leçon que j'ai apprise un peu malgré moi. C'est que quand tu es à l'étranger, tout peut aller très vite. Et parfois, sans même que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans une relation. Et parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, et les gens n'ont pas peur de dire leurs sentiments directement. Il n'y a pas cette retenue, en fait. Et juste parce que, voilà, ça fait quelque temps que tu es avec cette personne, que tu aimes le moment, tu te dis, waouh, tout coule naturellement, et voilà, tu te retrouves en couple. Mais ce que j'ai fini par comprendre avec le recul, c'est que cette intensité du départ, c'est pas un indicateur de profondeur dans la relation. Que la relation, elle va forcément durer et que tu vas sentir que tu es dans la bonne relation. Alors, je vais reparler de mon ex qui était médecin. Avec elle, on avait vraiment une intense connexion au départ. Mais le truc, c'est qu'il y avait une non-connexion intellectuelle. En fait, nos conversations, elles tournaient souvent autour de sujets qui étaient très légers. On parlait de nous, d'Instagram, de la musique, des ragots ou des anecdotes de la journée. Et c'est pas une critique envers elle, c'est juste que, ouais, moi je me retrouvais pas dans ça. Moi je me suis toujours vu dans une relation où je veux échanger de la vie, faire des choses qui ont du sens. Et ok, ça c'est un besoin personnel. Parce que voilà, j'ai grandi dans un environnement qui était français, européen, et j'ai besoin de sentir que j'ai des conversations qui sont profondes. Et ça c'est souvent un schéma que j'ai trouvé à l'étranger, et même souvent avec des personnes éduquées, mais parce que c'est culturel et que c'est français, et parce que c'est français, européen, je trouve qu'en Europe, on a cet esprit un peu plus où on a besoin de connexion intellectuelle. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, ça c'était mon exemple personnel. Oui, il y a cet effet à l'étranger que quand on pense que c'est naturel, que tout est fluide, etc., c'est qu'on se comprend. Mais avec le temps, tu vas commencer à réaliser qu'il y a des choses qui font que tu comprends que vous n'avez pas grandi avec les mêmes repères, que parfois il y a beaucoup d'incompatibilité et voire même des mésententes. Tu ressens que parfois il n'y a pas les mêmes fondations et c'est quelque chose qui peut te manquer à toi. Et que même souvent, vos univers, ils vont pas se répondre aussi profondément que tu le crois. Et ça, quand tu commences à le vivre au quotidien, tu réalises que, en fait, l'illusion que c'était la femme parfaite, etc., c'était juste une illusion que tu t'étais construit. Ce que je ressens de différent, c'est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus intense et beaucoup plus fluide, mais moins stable. Et je sens aussi qu'il y a moins d'engagement. En Amérique du Sud, quand tu es en relation avec un latino, tu passes direct à l'étape finale. C'est un peu comme si, dès le début de la relation, tu es à l'étape finale et cruciale de la relation que tu aurais pu atteindre en France après des mois et des mois et des mois de fréquenter une personne. Et qu'en fait, du coup, tu démarres par la fin et après, tu dois te taper toutes les autres étapes qui sont celles que tu aurais normalement initialement en France. C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'impression que c'était d'un coup, hop, l'homme de ma vie, et qu'on était mariés, qu'on avait des enfants et machin. Alors que, et après, j'ai dû accepter et essayer de dealer avec la relation, alors qu'en France je trouve que on essaie de grandir ensemble, on construit la relation ensemble et après on arrive au point culminant de se dire plein de belles choses et qu'on a envie d'être avec l'autre personne et qu'on l'aime de tout notre cœur, etc. Là j'avais vraiment l'impression que c'était d'un coup ça et après on doit s'adapter au reste, quoi. Troisièmement, c'est que le modèle féminin traditionnel est souvent une illusion. Un truc qu'on entend souvent chez les passport bros, c'est ce fantasme. Les femmes à l'étranger, elles sont plus traditionnelles, elles sont plus féminines, elles sont plus douces, elles sont plus soumises et dans le lien. Et oui, à l'étranger, j'ai vu des attitudes qui sont plus chaleureuses, qui sont plus tournées vers le couple, qui sont plus tournées vers le soin et l'affection, la tendresse. Ce que j'ai compris aussi avec mes voyages, c'est que en fait, ce modèle traditionnel de femme soumise, de femme docile, en fait, il n'existe pas du tout. Ce qu'on prend parfois pour de la douceur dans les autres pays, en fait, c'est juste un code culturel. C'est juste une manière de se comporter socialement ou une façon d'interagir dans ces cultures. Parce que dans ces cultures, le lien social, il est beaucoup plus important qu'en Europe. Je vais prendre un exemple, mais en Colombie, c'est pas parce que les serveuses, elles t'appellent mi amor, mi corazón, qu'elle est amoureuse de toi. Tout le monde appelle tout le monde amor corazón ici.
Et un autre mythe qu'on entend souvent, beaucoup, surtout en France, c'est que les femmes qui acceptent de sortir avec des étrangers, c'est parce qu'elles sont plus pauvres, elles sont plus naïves ou qu'elles n'ont pas le choix. Mais personnellement, aucune de mes ex n'a accepté d'être soumise. Au contraire, je trouve qu'elles avaient tous des envies très claires, elles avaient tous des opinions qui étaient hyper affirmées, et surtout, elles savaient ce qu'elles voulaient dans une relation, et souvent, elles le savaient beaucoup plus que moi-même. Il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, c'est plus le tiers-monde. Et la vérité, c'est que les femmes dans ces pays, elles sont diplômées, cultivées, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui sont brillantes, et beaucoup de femmes sont éduquées maintenant. Donc ceux qui partent à l'étranger, qui pensent qu'elles sont toutes faciles à manipuler, ou qu'elles sont soumises, c'est vraiment une image totalement fausse qu'ils sont, et qui souvent du coup viennent de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans ces pays. Moi-même, dans ma propre famille chinoise, qui est extrêmement traditionnelle, ma mère, elle n'a jamais été soumise à mon père. Au contraire, chez moi, c'était plutôt une matriarchie. Ceux qui pensent qu'ils vont aller dans ces pays et qu'ils ont juste à brandir leur passeport ou de l'argent et que la première venue, elle sautera dans leurs bras. Ouais, les gars, c'est plus comme ça à l'étranger maintenant. Les gens, ils vous sentent venir. Et je compte plus le nombre de râteaux que moi, personnellement, je me suis pris à l'étranger. La quatrième chose, c'est le déséquilibre culturel. Tu vois, au début, les différences dans le couple et le fait de ne pas fonctionner pareil, ça donne une espèce de charme et ça crée même de la passion parfois. Et c'est ce qui fait que tu te sens encore plus passionné par ta relation. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est aussi ce qui peut, voilà, casser la relation. Et que c'est pas juste une question de devoir apprendre la langue du pays ou non. Même si tu la maîtrises, moi je parlais tout le temps espagnol avec mes ex, il y a des choses que tu pourras jamais exprimer exactement comme tu les ressens. Il y a toujours des nuances, des sous-entendus que tu n'arrives pas à exprimer et qui vont créer un fossé de compréhension, même si tu es à un niveau très avancé dans la langue. C'est toujours quelque chose qui est là et que tu vas sentir. Et quand tu sors avec quelqu'un d'une culture différente, il faut aussi apprendre une autre façon d'aimer et de s'engager, de gérer les conflits, de montrer son affection. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que si tu fais pas attention, tu vas te retrouver dans une relation où chacun parle une langue différente. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler du langage de l'amour? Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand j'étais du coup en Colombie. En fait, on considère que chaque personne a sa propre manière de montrer ou de recevoir de l'affection. On considère qu'une est plus importante que d'autres en fonction de chaque personne pour montrer des signes d'engagement, de respect ou de fidélité. Moi, je suis asiatique. Et dans ma culture, on montre son amour à travers des gestes de service et pas forcément avec des mots doux ou des démonstrations d'affection physique. Et plusieurs fois, mes copines latines, elles ont cru que je les aimais pas parce que je disais pas mi amor et que j'étais pas vraiment démonstrative. En fait, elles avaient besoin de ce langage d'amour affectif direct. Et pour moi, c'était extrêmement difficile parce que j'ai jamais appris à montrer mon affection de cette manière. Pour montrer son affection, ma mère elle m'offrait des fruits et mon père il m'offrait des trucs. C'est ça notre langage de l'amour. Et beaucoup de fois, j'ai réalisé qu'on n'avait pas les mêmes codes du tout et que j'avais besoin, ouais, en quelque sorte d'un traducteur. Et c'est mes potes colombiens qui m'ont expliqué pourquoi elle était en colère, parce que j'avais fait du mal à chaque fois. Dans chaque pays, j'ai dû complètement réapprendre les rapports et m'adapter à chaque fois. Et ça en Amérique latine ou en Asie. Par exemple, en Asie, il faut faire énormément avec les non-dits, avec la pression familiale. Et surtout, tu te rends compte qu'il y a ce tabou par rapport aux émotions. Encore une fois, ça peut paraître rien, dit comme ça peut paraître même exotique, ça peut paraître fun. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant quand tu le vis au quotidien. Parce que le vrai choc culturel que tu vis quand tu es dans une relation multiculturelle, c'est pas on va manger des arepas ou des nouilles le matin. C'est ce que tu attends d'un couple et ce que l'autre attend de toi. Par exemple, une des raisons qui a cassé une de mes relations, c'est qu'à beaucoup de moments, elle se rendait pas compte qu'il y a des choses que je faisais et que c'était pas parce que je ne l'aimais pas. C'est juste que, en fait, elle n'arrivait pas à me lire. Et comme j'ai dit, c'était notamment le fait que ouais, je montrais jamais mon affection de la manière qui lui correspondait. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a aussi autres choses qui ont joué, comme le fait que j'étais vraiment plus individualiste qu'elle. Mais voilà, il y a eu plus de choses que ça. Ça, c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Et ouais, si personne ne fait vraiment l'effort de comprendre l'autre, de faire un pas vers sa culture, en fait, ça finit par créer un mur avec plein de malentendus, de jugements silencieux et de ressentiments qui sont incompris. Moi, je me souviens très clairement qu'à ce moment-là, j'arrivais pas à comprendre mon ex, pourquoi elle réagissait de cette manière, alors que, ouais, c'était aussi ma faute. Je pense que la culture change la relation, mais c'est plus des changements de comportement qui vont impacter la relation. Par exemple, je suis sorti avec une Thaïlandaise qui avait des croyances liées à sa culture, donc j'ai dû changer mon comportement pour que la relation se passe bien. Je pense pas que ce soit plus simple, au contraire, je pense que c'est un peu plus compliqué
parce que justement, il faut que ces deux personnes soient assez ouvertes d'esprit pour accepter ces différences culturelles et faire en sorte que la relation se passe bien. En plus de ça, tu as la barrière de la langue. Forcément, tu communiques moins bien dans ta seconde langue plutôt que dans ta langue maternelle. Après, ça peut être intéressant et avoir des avantages. Par exemple, le fait de découvrir une nouvelle culture, des valeurs différentes des tiennes, ça peut te permettre d'aller piocher le positif chez l'autre personne et de t'approprier ces choses-là. Pour moi, c'est pas du tout plus facile ou plus simple. Alors, plus simple peut-être parce que, comme je disais, ça ouvre le champ des possibles. C'est un peu l'exotisme, c'est la curiosité de l'autre, c'est le fait que tout soit un peu éphémère parce que tu es une personne étrangère dans un autre pays, parce que tu es aussi différente par rapport aux autres. Donc, forcément, il y a un petit truc mystérieux en plus qui se crée autour de toi-même quand tu es dans un autre pays et que tu as une relation avec quelqu'un d'une autre culture. Mais sincèrement, je trouve que c'est absolument pas plus simple. En tout cas, quand tu viens d'une culture vraiment différente. Entre pays d'Europe, je dis pas, sincèrement, j'ai eu une relation avec un Espagnol, par exemple, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus fluide et facile, on se comprenait beaucoup plus. Par contre, mes relations avec des Latinos, ça a toujours été chaotique et compliqué. Pourquoi? Parce que moi, j'essayais de tout déconstruire tout le temps pour essayer de m'adapter à la culture de l'autre et à essayer d'anticiper ses réactions, de comprendre comment il pourrait se sentir, essayer de remettre un peu tout mon modèle en question, me dire, OK, toute mon éducation, elle a été complètement différente de la sienne, comment est-ce que je réagirais si j'avais eu son éducation? Et en fait, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, pour moi, à part si tu vraiment es dans le pays depuis très 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 longtemps, que tu t'es vraiment adapté à fond à la culture et que l'autre personne est quand même un minimum similaire que à toi et à ton éducation, ça pourrait totalement se faire. Mais pour moi, quand on vient vraiment de deux milieux différents, qu'en plus on vient de deux cultures différentes et que tu es constamment dans ta tête en train de refaire tous tes schémas, moi je me re-questionnais sur tout, je remettais tout en question tout le temps. Et en fait, je trouve que non, que c'est pas plus simple et que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je dirais que non, ça dépend. On a tendance à penser qu'une relation avec deux personnes issues de la même culture, c'est beaucoup plus simple parce que ils se comprennent, ils ont les mêmes normes, les mêmes standards, etc. Mais par exemple, dans mon cas à moi, personnellement, je trouve que une relation dans une autre culture, c'est plus simple parce que je me reconnais pas dans ma culture à moi, du moins dans le relationnel, et c'est très dur pour moi de connecter avec des personnes, avec une personne qui est issue de la même culture que moi. Et voilà, pendant longtemps, je croyais que les relations à l'étranger, c'était la solution. Bien sûr, là, j'accuse, je mets des fautes sur les déséquilibres culturels, sur voilà, les mésententes, sur le fait que j'étais peut-être un symbole. Mais en fait, il y a un truc inconfortable que j'ai commencé à remarquer. Et ça, c'est un problème que j'ai commencé à me rendre compte au fur et à mesure voilà, de mes relations. Que le vrai problème, en fait, c'était pas mes relations, c'était pas les femmes à l'étranger. En fait, le vrai problème que je me suis rendu compte, c'est que dans toutes ces relations, le problème, c'était moi. Chapitre 4, ce que j'ai réalisé sur moi-même. Bon, si tu es encore là, c'est que tu ressens peut-être quelque chose d'autre dans cette histoire que je vais raconter. Et ouais, cette vidéo, en fait, c'est pas un jugement sur les pays ou sur les femmes que j'ai rencontrées là-bas. C'est le récit d'un gars, en fait, qui croyait que les relations, elles seraient plus simples ailleurs et qui a fini par se rendre compte que ce qu'il cherchait, c'était surtout se rencontrer lui-même. Et au fond, la vraie question que je veux te poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on part à l'étranger en pensant que ce sera plus simple? Et la réponse, moi, ce que je vais te dire, moi, c'est ce que j'ai compris. Quand j'étais en France, je me sentais invisible. Je me sentais pas assez viril, je me sentais pas assez cool, je me sentais pas assez homme, quoi. Et j'ai cru que le problème, c'était la France. Alors, quand je suis parti, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait de vivre l'amour à l'étranger. Et il y a une part de vérité que ailleurs, j'ai vécu autre chose. Et ouais, beaucoup de personnes partent à l'étranger pour tout ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo. Je me suis senti vu, je me suis senti écouté, je me suis senti aimé et valorisé. Et ouais, j'ai ressenti une forme de légèreté, de liberté que j'avais jamais connue auparavant quand j'étais en France. Et à un moment, j'ai vraiment cru que la solution, c'était là, que c'était ça le secret. Que vivre à l'étranger, sortir avec des femmes d'une autre culture, ça allait me permettre de me reconstruire. J'ai projeté sur les femmes tout ce que j'arrivais pas à me donner seul. En fait, à travers ces voyages, à travers ces relations, je me suis rendu compte que je voulais qu'on m'aide à me sentir comme un homme. Je voulais qu'on me dise que j'en vaux la peine. Ce besoin d'être rassuré, de se sentir validé, tu peux pas aller le chercher ailleurs. En fait, personne ne peut porter ce poids-là à ta place. J'ai envie de dire, maintenant, c'est que si tu pars avec l'espoir que ailleurs, l'amour il t'attend, et que tu t'es pas réparé toi intérieurement, tu vas reproduire probablement les mêmes schémas à l'étranger que tu vis en France. Et avec beaucoup plus de risques, tu sais pas le casse-tête de certains de mes amis en fait. J'ai une amie qui a eu un enfant avec un Colombien. Et elle ne peut pas quitter la Colombie avec son enfant. Et voilà, parce que son mari est colombien, il veut pas qu'elle parte du pays.
Et ça fait qu'actuellement, elle ne peut pas quitter la Colombie. Et dans beaucoup de mes relations à l'étranger, ce qui a vraiment fini par nous séparer, je n'étais pas prêt à construire quelque chose de solide. Oui, souvent j'ai eu envie de jeter la faute sur les différences culturelles. Mais en réalité, les différences culturelles, la plupart du temps, ça a juste été un symptôme qui ont fait grandir ces problèmes. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est pas réellement pour parler de mes relations à l'étranger. En réalité, c'est surtout pour parler de mon parcours intérieur. Ce parcours que j'ai dû faire pour enfin comprendre que la vraie relation, celle qui change tout, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Et aujourd'hui, j'ai commencé à changer un peu ma perspective et j'ai commencé à me dire que ouais, simplement si tu te concentres sur toi, une connexion profonde et sincère, tu peux également la trouver en France. Bref, c'était Mathieu Jean, prenez soin de vous.